La coque atteint la vitesse de 12 nœuds, ce qui crée un nouveau danger. 2 ans après la pose de sa quille, la coque du Titanic est complètement terminée. Les ponts supérieurs sont finis, toute sa structure interne est assemblée. Elle est parfaitement étanche. Jamais pareille structure n'a été conçue par les mains de l'homme. Un exploit en soi. Lors d'une balade dominicale, un ouvrier du chantier emmène son fils, John Parkinson, contempler ce nouveau bateau qu'est le Titanic. Une fois devant, son fils regarde dans les deux directions sans pouvoir en voir la fin. Il est si gigantesque qu'il masque le ciel. Il demande à son père « Comment un tel bateau arrive à tenir sur l'eau ?» Son père répond « Fiston, ce gros bateau tiendra toujours sur l'eau. » 31 mai 1911, la coque du Titanic s'apprête à rencontrer l'eau pour la première fois. Pour célébrer cet événement majeur, toute la bonne société belfastoise et son cortège de personnalités est conviée. Les médias internationaux sont présents pour immortaliser le lancement du plus grand paquebot du monde. Le jour du lancement. C'est une date majeure pour Belfast. Comme pour le lancement d'une fusée, l'événement attire l'attention du monde entier. Près de 100 000 personnes sont amassées sur les berges pour assister à la mise à l'eau du Titanic. Ils ont payé 1 shilling pour voir ça. C'est la conclusion de plusieurs mois de travail. C'est un petit peu l'acte de baptême officiel du bateau. Le lancement est entouré d'une tension énorme pour les concepteurs du bateau. Le Titanic est une immense carapace de 24 000 tonnes. Cette étape cruciale doit venir confirmer la bonne exécution de sa construction et elle comprend son lot d'inquiétudes. Lancer une coque aussi lourde et aussi grande et sans précédent, on se pose la question, est-ce qu'elle va tenir en équilibre ? Est-ce que ça va être le triomphe tant attendu? Est-ce que ça va clouer tout le monde sur place? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être un échec? La réputation du bateau est clairement en jeu là. La tension est à son paroxysme. 4 ans plus tôt, en 1907, le naufrage du navire italien, le Principessa Yolanda, lors de son lancement, a profondément marqué les esprits et nourri la crainte de tout constructeur naval. Ils n'ont vraiment pas le droit à l'erreur. Donc là, ça fait un navire qui était fichu avant même d'avoir fait sa première traversée. Donc il faut faire très attention à avoir construit un navire qui soit parfaitement équilibré. Et bien sûr, la taille du Titanic est sans précédent. On ne sait pas ce qui va se passer à 100%. Pour se prémunir d'une telle catastrophe, l'opération a été soigneusement réglée au cordeau. Tout d'abord, les ouvriers doivent retirer ces blocs de bois qui supportent toute la coque du Titanic. Une opération délicate. Il faut vraiment retirer les éléments qui tiennent la structure du bateau jusqu'au dernier instant, les retirer dans un ordre très précis pour que la stabilité du bateau soit maintenue jusqu'au dernier instant. 2 jours avant le lancement, lors du retrait des étais, un homme va se retrouver avec les jambes coincées sous un pilier en bois et succomber à ses blessures. Certains disent que le Titanic n'a pas été lancé dans du champagne, mais dans le sang de cet homme, James Dobbin. Avant même son lancement, le Titanic est déjà endeuillé. En totalité, 17 ouvriers décèdent lors de la construction des paquebots du siècle. 8 rien que sur le Titanic. Désormais, la coque n'est maintenue que par 2 vérins hydrauliques. Seulement, bien que la coque repose sur une cale de construction au sol incliné, les ingénieurs doivent s'assurer qu'elle glisse correctement vers le fleuve Lagan. Bien sûr, la gravité va faire le gros du travail, mais il y a beaucoup de frottement sur le sol. Donc on enduit la cale de 22 tonnes de savon, d'huile et de suif. Il paraît que l'odeur est épouvantable, mais c'est la quantité nécessaire pour le lancement. Il est 12h13, l'heure de vérité. Le trafic maritime est arrêté dans le fleuve Lagan. Des fusées de détresse signalent le départ. Un grand silence s'invite sous le portique Harold. Dès que le signal retentit, on relâche les vérins hydrauliques. Le dernier crochet se détache et plus rien ne retient le Titanic. Cette pièce tombe
Et c'est bien sûr le dernier frein qui retient le Titanic. Et puis, le poids de la coque fait le reste et la propulse dans l'eau. La tension est telle que tout le monde retient son souffle. Vous avez là le plus grand objet mobile jamais construit par les mains de l'homme qui glisse de cette cale. Qu'il vienne d'une petite ville comme Belfast, qui est aux confins de l'Europe, c'est tout simplement incroyable. À ce moment-là, c'est l'objet mobile le plus grand du monde et ils en sont conscients. Et donc pendant 60 secondes, ils ont le privilège de voir cette coque se déplacer seule pour la première fois. Un événement impressionnant qui se déroule à merveille sous les yeux de spectateurs conquis par le spectacle. La coque atteint la vitesse de 12 nœuds, ce qui crée un nouveau danger. Lorsque vous lancez un bateau de 24 000 tonnes dans le fleuve, ce qui est le cas, vous devez vous assurer de pouvoir l'arrêter. Sinon, il va taper le quai d'en face. Il est donc nécessaire de prendre les mesures pour que le bateau ne s'élance pas trop loin lorsqu'il rentre dans l'eau. La solution trouvée, 80 tonnes de chaînes et d'ancre maintiennent le Titanic et viennent le freiner dès son entrée dans l'eau. Ces chaînes sont si efficaces qu'une fois lancé, le Titanic ne parcourt qu'une distance de 2 fois sa longueur avant de s'arrêter. C'est la seule façon de pouvoir contrôler cet événement totalement incontrôlable. On dit que si un navire survit à son lancement, il peut survivre à tout. La construction du Titanic en tant que pièce d'architecture navale est achevée. Il reste maintenant à l'aménager pour convertir cette coquille vide en une véritable ville flottante. Juin 1911. La coque du Titanic est acheminée au quai d'armement d'Harland & Wolff. Spécialement édifié pour accueillir ces navires, il est le plus grand au monde en son temps. C'est ici que l'intérieur du paquebot va être entièrement aménagé. Le Titanic est censé être opérationnel pour son voyage inaugural dans 7 mois. Un planning réglé comme du papier à musique, dont les concepteurs sont loin de s'imaginer le lot d'imprévus qui va venir bouleverser le chantier. Tout commence par l'intégration des éléments les plus lourds, les pièces maîtresses du paquebot, celles sans qui ce géant des océans ne pourrait se déplacer. Sa propulsion. Et sa technologie avant-gardiste défie toute concurrence. Le chantier Harland & Wolff, en accord avec la White Star Line, a décidé d'opter pour l'Olympic et le Titanic pour un système de propulsion mixte qui allie deux types de machines différentes. On a à la fois des machines alternatives et des turbines à vapeur. Les turbines et les moteurs alternatifs sont des technologies déjà existantes, mais combiner les deux ensemble est inédit. Ces composants sont façonnés dans les nombreux ateliers d'Harland & Wolff. Leur construction a commencé en parallèle de la coque. Ces pièces sont des bijoux de technologie et de génie humain. Les moteurs du Titanic sont les plus gros jamais construits à cette époque. Haut de 4 étages, triple expansion, 4 cylindres. Les moteurs sont comme les différentes pièces d'une maquette. Ils sont construits sur la terre ferme, minutieusement testés pour s'assurer qu'ils fonctionnent, et puis désassemblés. Les éléments les plus emblématiques, ce sont ces 29 énormes chaudières. D'une hauteur de 5 mètres chacune, soit la taille d'une maison, ces mâchoires devront avaler 600 tonnes de charbon par jour lors de la traversée transatlantique. Leur construction est le summum de l'ingéniosité et de la maestria de leurs concepteurs. Si leur fabrication relève de la gageure, leur intégration dans la coque du Titanic est un nouveau défi en soi.
C'est une manœuvre très compliquée puisqu'on parle de pièces très lourdes et qu'il faut, comme toujours, vérifier l'équilibre du navire et donc procéder de façon très précautionneuse. Chaque chaudière pèse près de 20 tonnes, le poids de 20 voitures. Aucune grue britannique n'est capable de soulever un tel poids. C'est pourquoi les chantiers font appel à une compagnie allemande qui a mis au point un outil sans équivalent, la grue Titan. Capable de soulever plus de 150 tonnes sur des portées de plusieurs mètres, cette structure de métal pharaonique coûte la modique somme de 30 000 livres sterling à l'époque, l'équivalent de 3 millions d'euros d'aujourd'hui. La grue Titan n'est pas une mince affaire. Elle est auto-alimentée pour pouvoir manœuvrer les treuils, sa flèche ou ses différentes composantes. Et elle doit, dans le même temps, être capable de contrebalancer le poids de sa charge. C'est une grue flottante. Elle peut donc plus facilement faire le tour du bateau et décharger les pièces aux emplacements prévus.